La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Sébastien Huyghe et de plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les marchands de sommeil. La parole est précisément à M. Sébastien Huyghe, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Vous avez la parole, Monsieur le rapporteur. Je vais essayer de ne pas vous endormir, Madame la Présidente. Monsieur Huyghe. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en février dernier, avec une centaine de collègues, nous avons déposé une proposition de loi visant à lutter contre les marchands de sommeil. Ce texte vient compléter un arsenal juridique édifié en cours de période 2005-2009. Les polices de l'insalubrité et du péril ont été réformées et le repérage de l'habitat indigne a été mieux organisé dans le cadre des politiques locales de l'habitat. De nouveaux dispositifs ont été mis en place pour permettre le recouvrement des collectivités territoriales intervenant pour exécuter d'office les mesures prescrites en matière de sécurité, de salubrité ou de péril et pour assurer l'hébergement ou le relogement des occupants protégés suite à la défaillance des propriétaires ou des logeurs. Au niveau national, la lutte contre l'habitat indigne s'est concrétisée avec la mise en place d'un pôle national de lutte contre l'habitat indigne. Au niveau local, comme nous l'avons constaté lors de nos auditions, certaines communes mènent une politique dynamique en faveur de la lutte contre l'habitat indigne. Elles ont mis en place un service communal d'hygiène et de santé ainsi qu'un service de prévention et de sécurité du public. Elles édictent plusieurs dizaines d'arrêtés par an. Dès lors, quel est notre objectif? Nous sommes partis du constat qu'il existe un nombre de freins importants à la mise en œuvre de l'arsenal juridique dont disposent les pouvoirs publics. Certains obstacles tiennent à l'organisation des services déconcentrés et des services locaux. Ainsi, si nous avons pu rencontrer des responsables de collectivités territoriales actives en matière de lutte contre l'habitat insalubre, ce n'est malheureusement pas le cas de toutes les communes. De plus, il nous a été signalé à plusieurs reprises lors de nos auditions que les moyens humains des services préfectoraux sont parfois insuffisants pour traiter les problèmes d'insalubrité. On constate également parfois des divergences d'interprétation entre services municipaux et services préfectoraux quant à la notion même d'insalubrité. Ainsi, si ce n'est pas à proprement parler l'objet de notre texte, une réflexion pourrait être menée pour mieux articuler les différentes polices spéciales mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne, en d'autres termes, une meilleure articulation entre prérogatives du préfet et prérogatives du maire. Un second obstacle, c'est bien entendu l'instrumentalisation que font les marchands de sommeil des voies de droit existantes. Les marchands de sommeil qui exploitent le système au maximum sont bien entourés d'avocats et jouent la montre. Enfin, si je ne puis être exhaustif, j'aborderai ici un dernier obstacle qui me paraît capital. Il s'agit du droit de la copropriété. La loi du 8 juillet 1965 fait en effet souvent obstacle au traitement de l'habitat indigne dans les copropriétés, alors même que cela représente 80% des cas. Il semblerait qu'une réforme de cette loi soit en cours de réflexion, et vous pourrez sans doute nous en dire davantage, Monsieur le Ministre, sur le calendrier de cette réforme. Comme je l'indiquerai dans un instant, nous formulons des propositions pour faire évoluer ce droit sans plus attendre, car, et je sais que vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le Ministre, pour dire qu'il est urgent d'agir dans ce domaine. S'il est important de rappeler l'ensemble de ces obstacles, la liste n'étant d'ailleurs pas exhaustive, notre proposition de loi se concentre sur un objectif: accélérer les procédures et inciter les propriétaires à faire eux-mêmes les travaux de remise en état des logements qu'ils mettent en location, afin d'éviter le recours à la procédure fort lourde des travaux d'office. C'est en effet une procédure longue, dont l'expérience montre qu'elle dure en moyenne 3 ans, et complexe sur le plan juridique, puisque les collectivités doivent recourir à la procédure des marchés publics, trouver des entreprises pour effectuer les travaux et avancer les frais, et ensuite recouvrer la créance auprès de propriétaires de mauvaise foi qui, parfois, n'hésitent pas à attaquer un arrêté de péril ou d'insalubrité pour vice de forme une fois les travaux achevés. La question que se sont posées les auteurs de cette proposition est la suivante: comment toucher de la manière la plus efficace les personnes que l'on vise dans la lutte contre l'habitat indigne? La réponse que nous avons trouvée, c'est en frappant au porte-monnaie les propriétaires de mauvaise foi. Encore une fois,
L'objectif n'est donc pas financier, mais incitatif. Le texte initial prévoit une faculté pour l'autorité administrative d'instaurer une astreinte journalière au terme de l'arrêté d'insalubrité, de l'arrêté de péril ou de l'arrêté portant sur un hôtel meublé. Cette astreinte viendra compléter la mise en demeure d'effectuer les travaux. Son montant sera compris entre 50 et 500 € et il reviendra à l'autorité administrative compétente d'en fixer le montant. Le propriétaire disposerait néanmoins de 15 jours pour présenter ses observations avant le déclenchement de l'astreinte, sachant qu'il dispose de 30 jours avant que la mise en demeure ne prenne effet et que la procédure de travaux d'office soit enclenchée. Le texte conserve une certaine souplesse en prévoyant la possibilité pour l'autorité administrative de consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte quand les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Cette souplesse semble indispensable afin de tenir compte de la situation réelle sur le terrain. Elle garantit que l'on ne touchera que les véritables marchands de sommeil, qui sont d'ailleurs bien souvent connus des maires ou des préfets, et non des propriétaires bailleurs très modestes qui n'ont pu réaliser les travaux du fait de leur situation financière et qui, eux, ne sont pas connus des services municipaux ou préfectoraux. De même, dans le cas qui peut exister où c'est le locataire qui est de mauvaise foi, le propriétaire aura aussi la possibilité de démontrer sa bonne foi et de se voir accorder une remise de ces pénalités. Le dispositif vise principalement les marchands de sommeil, mais il paraît également de nature à accélérer les travaux dans le cas des successions où les indivisaires qui ne sont pas des marchands de sommeil ne sont pas d'accord entre eux pour effectuer les travaux. La menace pécuniaire de l'astreinte sera de nature à les inciter à trouver rapidement un accord entre eux. Rappelons par ailleurs que les indivisaires ont, depuis la réforme des successions et des libéralités, la possibilité de voter les travaux à la majorité qualifiée des 2/3. Si le dispositif fonctionne bien, l'astreinte, à l'instar de toute sanction, est bien vouée à ne pas être liquidée. Le montant de l'astreinte est plafonné à 50 000 €. Il nous paraît en effet cohérent que le montant de l'astreinte administrative ne puisse être supérieur au montant de l'amende correspondante. Quant au texte adopté par la Commission, il renforce aux 3 articles l'incitation du propriétaire à réaliser les travaux. Il prévoit ainsi que l'autorité administrative compétente, maire ou préfet, pourra directement assortir l'arrêté d'insalubrité, de péril ou concernant les hôtels meublés de l'astreinte journalière. Il s'agit ainsi de gagner du temps sur la procédure administrative sans attendre le déclenchement de la procédure de mise en demeure. En outre, le propriétaire du logement, de l'immeuble ou de l'hôtel meublé en sera informé dès notification de l'arrêté des risques financiers qu'il encourt. Si le préfet ou le maire n'a pas fait usage de cette faculté au moment de l'édiction de l'arrêté, il conservera la possibilité de le faire au moment de la mise en demeure, comme le prévoyait initialement la proposition de loi. Dans un souci d'harmonisation, la Commission propose de porter le délai dont dispose le propriétaire pour s'expliquer de 15 à 30 jours. Toujours afin d'inciter le propriétaire à réaliser rapidement les travaux, le texte adopté par la Commission prévoit également que le montant de l'astreinte pourra être progressif dans le temps. Par ailleurs, la Commission propose d'affecter l'astreinte à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, principal acteur de la lutte contre l'habitat indigne. Étant donné les brefs délais dans lesquels j'ai rapporté cette proposition de loi en commission, j'ai effectué des auditions complémentaires après avoir publié mon rapport. En outre, je m'étais engagé auprès de mes collègues à formuler des propositions pour régler le problème des copropriétés. C'est pourquoi je vous propose des amendements complémentaires au texte adopté par la Commission des affaires économiques. Ces amendements ont pour objet de préciser l'obligation pour le propriétaire de s'expliquer par écrit, de prévoir un recouvrement de l'astreinte à intervalles réguliers d'1 mois minimum, de préciser que le plafonnement est établi par astreinte, puisqu'un même logement peut faire l'objet de plusieurs arrêtés en même temps, d'étendre le champ de la proposition de loi aux procédures relatives à la sécurité des équipements collectifs dans les immeubles à usage d'habitation, de porter de 3 750 € à 15 000 € le montant de l'amende due en cas de non-fermeture d'un établissement recevant du public lorsqu'il est frappé d'un arrêté en ce sens,
de revenir sur l'affectation du produit des astreintes à l'ANA. En effet, nous avons eu un débat important sur ce point en commission. Celle-ci a adopté les amendements que je proposais aux 3 articles et qui attribuaient le produit des astreintes à l'ANA, quel que soit l'opérateur, préfet ou commune, qui engageait les procédures. Mon souci était d'assurer une certaine neutralité dans la fixation des astreintes par les élus locaux. Cependant, après réflexion et nouvelles auditions, je vous propose de revenir sur le vote de la commission et de restituer aux communes le produit des astreintes recouvrées dans le cadre d'un arrêté de péril ou frappant un hôtel. En effet, la mise en œuvre des procédures impliquant des dépenses, il est donc logique que les communes puissent récupérer le produit de l'astreinte. En ce qui concerne les copropriétés, conformément à notre engagement devant la Commission des affaires économiques, nous faisons 2 propositions pour lutter efficacement contre les marchands de sommeil qui s'opposent au vote des travaux. Nous proposons tout d'abord que lorsque l'Assemblée générale des copropriétaires n'a pas adopté de décision concernant les modalités de réalisation de la totalité des mesures ou travaux prescrits par un arrêté, l'astreinte ne soit due que par les copropriétaires s'étant opposés au vote. Nous proposons également de permettre de faire peser les astreintes prévues par la proposition de loi sur les seuls copropriétaires défaillants lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté n'ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes seraient alors fixées par lot. Enfin, il y a un dernier point que je voudrais aborder qui m'a été signalé lors des auditions que j'ai menées. Il s'agit de l'obligation de publication de l'arrêté au bureau des hypothèques. Selon les personnes que nous avons pu auditionner, cette obligation est très lourde pour les collectivités. Si cela ne relève pas du champ législatif, il me semble que ce point pourrait être discuté entre le ministère du Logement, la Chancellerie et le Conseil supérieur du notariat afin de trouver un mode de fonctionnement efficace et systématique. En conclusion, j'insisterai sur le fait que ce dispositif complémentaire que nous proposons ne sera efficace que si tous les outils existants sont pleinement mis en œuvre avec des moyens suffisants. Il convient donc de mobiliser pleinement les services préfectoraux et nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, pour qu'il en soit ainsi au niveau de chaque département. Moyennant ces modifications, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur.